nouvelle discussion autour des cartes et aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien Michel qui nous vient tout droit du Québec. Bonjour Sébastien. Bonjour Candice. Comment vas-tu? Ça va très bien toi? Bah ça va, écoute, un peu fatigué mais ça va. Donc L'été arrive, ça va faire du bien, là, un peu de lumière. oui, la luminothérapie ça va être génial, naturel en plus. Oui, Donc toi tu es tarologue. exact. Formateur, tu Oui, fais des conférences, mhm, tu as déjà participé à des émissions télé aussi au Québec, oui, exact. coach, on peut dire. Oui, en faisant quand même attention à la notion. En fait, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici au Québec, il faut faire attention à l'appellation coach, au sens où c'est parfois confondu avec coach de vie. Et le coaching de vie, c'est une formation à part qui est accréditée et qui n'a rien à voir avec le tarot. Mais faire du coaching avec le tarot, absolument, c'est l'élément essentiel de ma pratique. Moi, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne parce que Merci. Sébastien utilise le tarot de Marseille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mes amis, je me sens moins seule. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les tarots style Rider-Waite parce que les arcanes mineurs sont, on va dire, illustrés par des images et pas par des symboles, des figures, parce que les mineurs sont illustrés, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas des cartes blanches, mais ça rebute beaucoup de personnes et l'image en elle-même, c'est des vieilles images, donc elles sont pas forcément super glamour, donc ça rebute beaucoup de personnes et c'est vrai que tu es la première personne que je rencontre qui utilise justement principalement le tarot de Marseille. Donc pour moi, je suis ravie. Voilà. Oui, absolument. Je crois beaucoup à l'histoire du jeu et j'empêche personne d'utiliser le jeu qu'ils veulent. Je veux dire, si quelqu'un a envie d'utiliser un autre jeu que Marseille, ils ont le droit. Mais certains de mes étudiants, des fois, viennent en classe avec un autre jeu que celui du Marseille et je ne l'interdis pas. Mais je remarque une chose, c'est que lorsque j'introduis des gens à l'histoire du tarot, et qu'on comprend vraiment les codes qui sont dans le tarot et ces images vieillottes un peu, bien, qu'est-ce qu'elles représentent en tant que telles. Bien souvent, j'ai des étudiants qui arrivent dans le cours avec un Rider-Waite et qui terminent le cours avec un tarot de Marseille. Parce que tout d'un coup, il y a eu quelqu'un qui leur a montré que c'était pas juste des vieilles images, mais qu'il y avait de l'histoire, qu'il y avait des symboles, qu'il y avait aussi quelque chose qu'on pourrait appeler du sacré, une certaine forme de spiritualité à l'intérieur des cartes. Et pour moi, le tarot, c'est le tarot de Marseille. Il n'y en a pas d'autre. C'est celui que je veux utiliser. Je n'ai pas envie d'en utiliser un autre. Après, c'est vrai que les tarots style Rider-Waite, ils sont très bien, ils sont très jolis. Je pense que quand on... Après, moi, comme je connais le Marseille, je sais adapter par rapport à la carte que je vois, que ce soit par exemple le soleil, on va prendre le soleil. Comme je connais le tarot de Marseille, si j'ai le soleil dans mon tirage avec un Rider-Waite, j'ai quand même dans la tête mon Marseille. Donc, ça ne va pas gêner. Voilà. Par contre, c'est vrai que dans l'inverse, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on prend un Rider-Waite, alors à dériver souvent d'un Rider-Waite, par exemple le tarot des druides, le tarot des fées, les tarots de je sais pas trop quoi, ils ont chacun leur univers. Ce qui fait que les cartes ne vont pas être représentées du tout de la même façon et du coup c'est vrai que ça peut un peu perturber parce qu'il y a certaines cartes qui vont être très lumineuses et d'autres qui vont être complètement... c'est l'apocalypse. Oui, et ça devient très difficile d'y voir un côté positif ou une qualité à cette carte-là. Voilà. Sur la carte, il y a une espèce de catastrophe qui est en train d'être illustrée, non? Et tandis que le tarot de Marseille, justement, c'est pour ça que moi, je sais que je l'utilise et que j'aime bien ce tarot-là, c'est que quelque part, il ne dégage pas d'émotion, justement. Donc, c'est l'interprétation pure. Oui, je crois fortement au principe qui veut que les 22 arcanes majeures du tarot n'ont pas une idée positive ou négative de façon intrinsèque, mais qu'elles possèdent tout simplement un sens et qu'à certains moments dans la vie d'une personne, bien, le battleur peut se vivre positivement et le battleur peut se vivre négativement. Et même le diable ou la maison Dieu, à certains moments, on va vivre le diable positivement quand on est pris d'une passion soudaine et d'un désir qui nous fait avancer dans la vie parce qu'on est mu par cette passion, bien le diable sera vécu positivement. Et évidemment, comme tout le monde, on est tous un jour ou l'autre dévorés aussi et détruits par une passion et ce diable-là peut être vécu négativement.
je crois fermement que les 22 cartes sont des principes et qu'ils peuvent être bien vécus ou mal vécus. Et j'insiste beaucoup dans les lectures sur cette notion que lorsqu'une carte est mal vécue, bien, il faut essayer de la replacer et non pas de la faire disparaître, mais peut-être de mieux la canaliser. Et ben, je suis très contente de t'entendre dire ça parce que je me bats contre certaines idées reçues, comme par exemple le fait que l'étoile ou le soleil, justement, sont des cartes hyper positives. Et moi, je n'arrête pas de dire, mais non, c'est des cartes neutres, elles n'ont aucune positivité en soi. C'est simplement par rapport au tirage qu'on va leur donner un sens positif ou négatif, parce que le soleil, qui est soi-disant une carte très, très lumineuse, qui irradie, tout va bien, etc., pour moi, elle peut aussi se transformer en... Le soleil, c'est aussi les coups de soleil, c'est les brûlures, c'est le fait d'être aveuglé. Oui, tout à fait, absolument. Je donne souvent un exemple qui va peut-être être mieux adapté au Québec qu'à la France, mais vous comprendrez certainement. Je dis souvent à mes étudiants, vous savez, l'hiver, quand on sort et qu'il y a de la neige partout, sur chaque côté de la route, et qu'il y a un grand soleil, eh bien, on doit garer la voiture un moment parce qu'il y a tellement de luminosité, la lumière est tellement blanche que finalement, on ne voit plus rien du tout, on est complètement aveuglé. Et il faut prendre quelques minutes pour que les yeux s'habituent et qu'on soit capable de conduire dans ces conditions-là. Et pourtant, les conditions, elles sont à première vue parfaites. Grand soleil dans le ciel et il y a tout simplement de la neige un peu partout. Mais l'espèce de lumière du soleil et le blanc de la neige fait qu'on en est aveuglé. Et le soleil peut faire ça. Le soleil peut éclairer, il peut réchauffer, certainement, mais il peut aussi aveugler en envoyant beaucoup trop de lumière et faire en sorte que quelqu'un navigue finalement très mal à ce moment-là de sa vie. En fait, je pense qu'on a une philosophie très semblable. On a déjà discuté dans le passé, toi et moi. On a une philosophie assez semblable. Je pense que la seule différence, c'est que le code que moi j'utilise pour savoir si la carte, si notre fameux soleil, s'il se vit positivement et qu'il éclaire et réchauffe, ou s'il se vit négativement et qu'il aveugle, vient tout simplement dans le fait que moi, je vais utiliser les cartes à l'endroit et à l'envers pour me l'indiquer. Donc, du coup, plutôt que d'essayer de le deviner ou de l'interpréter, je vais laisser tout simplement le tarot me donner le code très simple. Si la carte est à l'endroit, elle est bien vécue. Si la carte est à l'envers, elle est mal vécue. Alors, mon soleil à l'endroit réchauffe et éclaire et mon soleil inversé aveugle. Alors, je pense que c'est là qu'il y a une petite différence entre notre pratique. Mais sur le plan philosophique, on est exactement au même endroit, là. Oui, et puis, alors, pour les... Petit aparté, mais en fait, il faut savoir que nous avions déjà fait une discussion sur des cartes avec Sébastien et qu'il y avait un terrible écho. Donc, je pense que si je vous avais proposé l'émission à ce moment-là, vous n'aurez absolument rien compris parce que la moitié du tirage, on ne l'entendait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à nouveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez avec un petit écouteur pour justement éviter cet effet écho. Mais rien n'est négatif en soi, je n'arrête pas de vous le dire, chaque chose arrive pour une bonne raison. Donc, c'est vrai que la première fois, quand on s'est vu, il y a eu des imperfections, même dans ce qui avait été bien. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, l'émission devrait encore plus vous plaire qu'avant. Voilà, on a répété plusieurs fois. Le spectacle est bien rodé. Voilà, mais bon, c'était une répétition et aujourd'hui, on est prêt à vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Mais du coup, alors avant de passer au tirage, parce que bon, il y a certainement peut-être quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, même si tu es une star internationale, on l'a dit tout à l'heure, tu passes à la télé, tout ça, voilà. D'ailleurs, je te remercie de m'accorder quelques minutes. Oui. Moi, c'est un peu Candice. C'est vrai que c'est très généreux de ma part. Bah oui, bien sûr. Du coup, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu en es venu justement à utiliser le tarot, comment tu en es venu à travailler là-dedans, à en faire ton métier Absolument. La première chose que j'aimerais relativiser, c'est au niveau de ma célébrité, parce que ce n'est pas quelque chose que moi, en tous les cas, j'avais remarqué, mais du moins, il est vrai une chose, c'est que je fais partie des rares chanceux qui arrivent à vivre à temps plein de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils font. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille à temps plein dans le tarot, dans l'astrologie, et dans ce sens-là, c'est vrai qu'il y a un certain succès parce que ça me permet d'en vivre quotidiennement. Mais bon, enfin,
la célébrité, ça c'est une autre histoire. On verra dans les années à venir. Mais mon histoire, c'est assez simple. J'ai eu la chance, comme Obélix, de tomber dans la marmite quand j'étais petit parce que mon père faisait du tarot. Et j'ai donc été initié très, très jeune au tarot, et particulièrement au tarot de Marseille, bien que mon père utilisait une version légèrement redessinée qui est encore disponible, qui est celle du grand tarot Béline. Alors, mais c'était quand même des symboles qui étaient très, très près du tarot de Marseille. Et j'ai vu des gens venir à la maison pour consulter mon père. Alors, pour moi, tout ça était normal. Tout le monde avait un tarot à la maison et tout le monde faisait des consultations à la maison. Et évidemment, éventuellement, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça, que le tarot, c'est un outil qui était marginal et que c'était pas tout le monde, non seulement qui l'utilisait, mais qu'il y avait même des gens qui étaient un peu contre l'utilisation du tarot. Mais du coup, j'ai eu la piqûre enfant et quand je suis arrivé à l'adolescence, mon père m'a offert son jeu pour que je reprenne la lignée, que je reprenne le flambeau, si on veut. Et ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que mon père utilisait le tarot vraiment je dirais qu'il l'utilisait comme un outil de voyance. Il aurait pu avoir une boule de cristal, des feuilles de thé, n'importe quoi d'autre. Mon père n'avait pas de définition pour les cartes. Il ouvrait les cartes et il disait tout simplement ce qu'il ressentait. Et j'avoue que dans mes premières consultations, je me suis dit, merde, je ressens rien du tout. Alors, j'étais un peu pris au dépourvu. J'ai mis le tarot de côté. Et quand mon père s'en est aperçu, il m'a demandé pourquoi j'avais mis le tarot de côté. Je lui ai expliqué et il m'a dit, écoute, peut-être que ce que tu as besoin, toi, c'est d'apprendre le tarot de façon classique. Alors, on a été dans une librairie ésotérique et à l'époque, le livre qui m'avait été chaudement recommandé, c'était le grand livre du tarot de Chris Adam. Et c'est un livre qui est encore édité aujourd'hui, d'ailleurs, aux éditions de Mortagne. Et Chris Adam a fini par devenir mon mentor au fil des années, prioritairement au travers de ses livres. Mais éventuellement, j'ai eu la chance d'aller suivre des cours avec lui et même de travailler avec lui sur son site web. Et donc, j'ai fait ma formation de façon très classique avec l'œuvre de Chris Adam, qui est une œuvre, en fait, qui m'a influencé beaucoup dans le sens où Chris Adam ne cherche pas à faire appel à la clairvoyance, à la médiumnité ou à l'intuition, mais plutôt à développer un langage du tarot qui est assez strict, assez codifié, un peu comme si on apprenait une autre langue et qu'on en apprenait la grammaire. Et c'est certain que ça a beaucoup influencé ma façon de faire. Et donc, j'ai commencé comme ça, comme une copie conforme de Chris Adam, si on veut, l'élève qui poursuit les choses du maître. Et évidemment, bien, au fil du temps, au fil des années, j'ai personnalisé tout ça, j'ai fait mes propres lectures, mon propre apprentissage et j'ai cheminé. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui me différencie le plus, c'est qu'à un certain moment, j'ai été un peu fatigué de seulement lire l'avenir. J'avais cette impression des fois de recevoir des gens, de leur donner de mauvaises nouvelles, de les laisser partir avec cette mauvaise nouvelle et de me dire, même si c'est vrai, même si j'ai raison, est-ce que j'ai vraiment été utile à cette personne-là en lui donnant tout simplement de mauvaises nouvelles et en la laissant partir avec la mauvaise nouvelle? Et je faisais beaucoup de développement personnel, de lecture de développement personnel et j'avais comme cette espèce de rêve un peu fou de combiner le développement personnel avec le tarot. Et j'ai commencé à expérimenter avec ce que j'appelle aujourd'hui le coaching par le tarot, qui en fait vise à utiliser des cartes qui vont être utilisées uniquement en termes de conseils et non pas de prédictions. Alors, on passe de la question « qu'est-ce qui s'en vient pour moi ?» à « qu'est-ce que je devrais faire dans ma vie ?» selon le tarot. Et c'est un peu ça où j'ai beaucoup cheminé et évolué. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait, disons, ma réputation, entre guillemets. Et du coup, alors ça fait... tu as commencé à tirer les cartes quand tu étais adolescent, du coup? Oui, mon père m'a donné mon jeu à 13 ans. Donc, autour de 14 ou 15 ans, je faisais là, mes premières consultations. D'accord. Et donc, donc finalement, toi, tu as appris dans un livre. Exact. Oui, donc, c'est la grande différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai appris avec les cartes. C'est-à-dire que je n'ai jamais lu le bouquin. Ah. Aujourd'hui, je commence à regarder un peu les bouquins parce que, en fait, simplement pour avoir un autre point de vue, peut-être à complément ou pour peut-être lire un livre en me disant bah non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est marqué. Mais du coup, toi, tu as pris le petit Kerbers. Et j'en parle parce que c'est vrai que
dans les vidéos que je fais, que ce soit les lives ou même les énergies de la semaine ou quoi que ce soit, on pose quand même beaucoup la question de quel livre on peut prendre, ou est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser son intuition, ou est-ce qu'il faut obligatoirement passer par des bouquins ou des formations. Et là, j'ai envie de dire, on se rejoint beaucoup sur nos idées, notre conception des choses. Tout à l'heure, on parlait de la carte du soleil ou de la façon négative, positive, on se rejoint encore. Et pourtant, on n'a pas du tout, finalement, le même cheminement par rapport à notre apprentissage. Donc, c'est intéressant de voir que, quelle que soit finalement la façon dont on apprend les cartes, c'est pas ça qui importe. C'est ce qu'on en fait éventuellement. Je pense que le mot problématique est justement dans le monde du tarot le mot obligatoirement. Il n'y a pas d'obligation. Le tarot est fondamentalement un art. Est-ce qu'on se poserait la question s'il faut absolument faire l'école des beaux-arts pour pouvoir être peintre, ou est-ce qu'on peut apprendre soi-même? Évidemment qu'on connaît historiquement une flopée de gens qui ont passé par les beaux-arts et qui sont devenus de grandes célébrités, et on connaît aussi une flopée de gens qui ne sont pas passés par les beaux-arts et qui sont devenus aussi des célébrités. Le tarot, c'est la même chose. Les gens qui s'assoient dans ma salle de classe, ce sont des gens qui me ressemblent finalement, au sens où ce sont des gens qui n'arrivent pas à prendre le tarot seulement par l'intuition, par la carte, et y aller comme ça. Ils ressentent qu'ils ont besoin d'un code, ils ressentent qu'ils ont besoin d'une grammaire, et qu'il y a quelque chose qui soit assez structuré et assez solide, à tout le moins pour commencer. Alors, les gens qui s'assoient dans ma classe, c'est ce qu'ils recherchent et c'est ce que je donne. Maintenant, je ne représente certainement pas la seule option disponible et je ne représente pas non plus la meilleure option disponible. Je représente la meilleure option disponible pour quelqu'un qui recherche ce que je fais. Et c'est ça, je pense qu'il faut se respecter, il faut s'écouter, et il faut arrêter de croire la personne qui dit un cours de tarot, c'est mal, et il faut arrêter de croire la personne qui dit l'intuition, c'est mal. C'est-à-dire que les deux existent, les deux possibilités sont là, mais il suffit de choisir ce qui nous correspond. Et on peut même les allier. Oui, absolument. Et surtout que la plupart des gens qui vont prendre un cours de tarot ou qui vont lire un livre de tarot, souvent vont commencer avec le code et ça sera assez rigide pour débuter, mais plus les années vont passer, plus la personne va intégrer une part d'intuition, de sensibilité, etc. Et ça va se, je ne sais pas si le mot existe, mais se dérigidifier. Alors, la rigidité va disparaître peu à peu et va faire place à autre chose. Encore une fois, pour moi, l'important, c'est de se respecter dans ça. Je ne crois pas qu'il y ait une voix qui soit bonne et une voix qui soit mal. Je pense qu'il y a seulement notre voix qui est importante de respecter. Oui, donc du coup, tu as appris sur les livres. Aujourd'hui, tu utilises aussi d'autres outils parce que Sébastien a aussi une chaîne YouTube dont je vous mettrai l'adresse en barre d'infos et dont nous reviendrons dessus tout à l'heure. Mais j'ai vu que tu avais mis en ligne des vidéos sur l'astrologie et notamment les planètes Mercure, Vénus. Enfin, j'ai pas tout regardé encore, mais moi, l'astrologie, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais auquel j'ai pas de temps à consacrer pour l'instant. D'ailleurs, j'ai fait une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est passionné d'astrologie et on a regardé un peu un thème astral, tu sais, à regarder machin. Et pour toi, est-ce que l'astrologie et le tarot ont un lien? Ou est-ce que ce sont vraiment deux choses différentes et du coup, on peut les associer peut-être pour en faire un complément ou, J'aurais envie de dire à la fois oui et à la fois non. La preuve, c'est que ma façon de procéder est légèrement différente de celle de bien des étudiants que pourtant moi j'ai formés. Et moi, j'ai eu tendance à cloisonner les deux arts. Et je reçois quelqu'un pour une consultation de tarot ou pour une consultation d'astrologie, mais pas pour les deux en même temps. Et lorsque j'enseigne le tarot, je n'enseigne que le tarot, et lorsque j'enseigne l'astrologie, je n'enseigne que l'astrologie. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, les vidéos sont complètement séparées. Il n'y a pas de vidéo qui jumelle les deux. Maintenant, est-ce que les symboles se parlent? Certainement. Par exemple, sur certaines très anciennes versions du tarot de Marseille, j'espère que je ne ferai pas erreur, mais je crois sur celui de Jacques Viéville, on retrouve sur la carte de l'étoile, plutôt que d'être l'illustration habituelle de cette espèce d'Ève au jardin d'Éden, on retrouve en fait un astrologue qui est sur la Terre
et qui est en train de calculer une carte du ciel. Et évidemment, le fait aussi que dans le tarot, il y a l'étoile, la lune et le soleil, on a quand même une référence ici planétaire. Alors, certains symboles se rejoignent. Voilà, ça c'est l'étoile classique. Classique. Ici, on parle du tarot de Janvier-Ville, 1650. Ce n'est pas un tarot qui respecte le canon de Marseille, puisqu'il y a plusieurs différences sur les cartes. Et sur la carte 17 de l'étoile, ce qu'on voit, j'espère qu'on va le voir correctement. Ce qu'on voit, c'est un astrologue qui est assis sur une chaise sur la Terre et qui est en train de scruter le ciel et qui est en train de calculer une carte du ciel. Et donc, on voit que dans certaines vieilles versions du tarot de Marseille, dont celle-là, de Janvier-Ville, eh bien, on fait carrément une référence à l'astrologie. Alors, c'est clair pour moi qu'il y a des liens qui se font entre les deux, mais personnellement, je n'utilise pas les deux dans la même consultation, tout simplement parce que je ressens que le tarot et l'astrologie ont une mission différente. Je reçois quelqu'un en astrologie lorsqu'au téléphone, on me dit « Je me sens perdu dans ma vie, je ne sais pas où m'orienter et j'aimerais savoir quel type de vie me rendrait heureux. » Et du coup, je prends les gens en astrologie parce que je crois prioritairement que notre carte du ciel représente notre mission de vie. Et que du coup, si on s'oriente sur notre carte du ciel, eh bien, on sera heureux. Mais si quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il vit une problématique dans un secteur en particulier et qu'il a des décisions précises à prendre dans un secteur en particulier, à ce moment-là, je vais chercher le tarot. Parce que je trouve que le tarot est beaucoup plus efficace que l'astrologie pour prendre une décision particulière, tandis que l'astrologie est beaucoup plus efficace quand vient le temps d'orienter notre vie de façon générale dans les grandes lignes de ce qu'on fait. Certains de mes étudiants ont appris les 2 heures avec moi et ils les combinent pourtant de façon avec beaucoup de succès dans leur consultation. J'en entends des échos qui sont très positifs. Alors, c'est encore une fois la preuve que l'important est de se respecter soi et de ne pas croire qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de procéder. Du coup, aujourd'hui, tu vas nous présenter un tirage avec justement le tarot de Marseille que tu as affiché derrière toi, que l'on voit. Sur mon tableau, je vous accueille aujourd'hui dans ma salle de classe. Alors, le tirage est sur le tableau et j'ai aussi de grandes copies des fois visuellement pour les voir un peu mieux à l'écran. En fait, aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est de montrer comment je procède. Et je pense que pour montrer exactement comment je procède, le mieux, c'est de voir qu'il y a 2 phases, finalement, dans la méthode que j'explique. Il y a une phase qui est très, très, très divinatoire, qui est très classique, qui vise à connaître l'avenir, le futur. Il y a une deuxième phase qui est celle du coaching, où est-ce que lorsque le tirage m'annonce des événements négatifs, et bien évidemment, là, je vais aller voir pour corriger, pour élaborer une stratégie de correction. Ce que j'ai mis au tableau, c'est évidemment un tirage qui est extrêmement simplifié. C'est le tirage de Sophie. C'est un tirage réel, mais il est extrêmement simplifié parce qu'effectivement, si quelqu'un regarde mes livres, il va s'apercevoir que lorsque je fais un tirage en croix, il y a en fait 16 cartes. 10 cartes pigées et 6 cartes additionnées. Alors, c'est clair qu'ici, c'est une simplification, mais ça permet de comprendre correctement les choses. Sophie venait me voir parce qu'elle était inquiète professionnellement parlant. Elle avait peur de perdre son emploi et elle a tout simplement posé la question au tarot, comment va évoluer ma situation professionnelle? Et en position 1, la carte ici qui est en position 1, je l'associe au consultant, comme la plupart des auteurs de tarot. Alors, elle est représentée par l'arcane sans nom, la mort, si on veut, bien qu'elle n'ait effectivement pas de nom. Et Sophie, elle est représentée non seulement par l'arcane sans nom, qui a évidemment une symbolique de deuil, de transformation, etc., mais en plus, elle est à l'envers. Et je le disais tout à l'heure, j'ai tendance à prendre les cartes inversées comme m'indiquant qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette énergie-là. Alors, souvent, la carte à l'envers, pour moi, va représenter une peur. Et effectivement, ici, Sophie est représentée comme quelqu'un qui a peur de mourir professionnellement parlant. Elle a peur de perdre son emploi. Du coup, je vais voir en face dans ce qu'on appelle habituellement la position 2, qui est le côté droit de la croix. Et personnellement, j'ai toujours utilisé la position 2 comme étant ce qu'on pourrait appeler les circonstances extérieures.
Et pas nécessairement en termes de bien ou mal, parce qu'une carte à l'endroit pourrait me dire les circonstances extérieures sont bonnes, et une carte à l'envers va plutôt me dire les circonstances extérieures sont mauvaises. Et ici, on a une carte qui est inversée, qui est la carte de l'étoile. Et donc, les circonstances extérieures, pour Sophie, pour quelqu'un qui nous pose une question professionnelle, bien, les circonstances extérieures, c'est son emploi. C'est l'employeur, c'est la situation de l'entreprise, de la boîte pour laquelle elle travaille. Et elle n'est pas méchante, cette boîte, avec une étoile. Ce n'est pas une méchante compagnie qui veut délocaliser pour aller dans un autre pays. Et non, on sent qu'ils sont quand même assez amicaux, assez gentils, mais ils sont dans une étoile qui est à l'envers et qui, pour moi, va représenter une forme de désorientation. Un peu comme quelqu'un qui dit « J'aimerais être ami avec tous mes employés et j'aimerais protéger tous mes employés, mais actuellement, je ne m'en sens pas capable. J'ai des problématiques qui m'empêchent d'être l'ami et d'être le protecteur de mes employés et j'espère encore arriver à m'en sortir, mais je ne sais pas exactement comment. » Ce que je trouvais intéressant dans ce tirage-là, c'est que lorsqu'on ouvre la position du haut de la croix, la position 3, de façon assez classique, la position 3 va représenter le passé. Et on a ici un battleur qui est à l'endroit, ce qui nous confirme que dans le passé professionnel, les choses allaient bien. Mais le battleur représente un nouveau départ, un démarrage, un nouvel outil qu'on est en train d'essayer de manier. Et je questionne Sophie sur ça en me disant c'est quand même un peu étrange parce que la compagnie va mal dans l'étoile inversée, vous avez peur de perdre votre emploi dans l'arcane sans nom également à l'envers, mais pourtant dans le passé, les choses allaient bien, il y avait même un nouveau départ qui semblait intéressant. Et Sophie m'explique une chose qui m'a fait sourire parce que même après 30 ans de tarot m'impressionne toujours. Sophie m'a expliqué qu'en fait, l'entreprise avait décidé de réorienter ses activités dans la dernière année et qu'ils avaient essayé d'ouvrir un nouveau marché. Et ça n'a pas fonctionné. Le nouveau marché n'a pas donné les espoirs et les promesses qu'il avait au départ. Et c'est intéressant aussi parce que dans l'étoile inversée, on a souvent cette définition classique d'une promesse qui n'est pas tenue, ou dans le sens où l'étoile qui représente les amis, qui nous aident, lorsqu'elle est à l'envers, souvent on va dire les amis ne sont pas capables de nous aider. Donc les appuis ne peuvent plus nous aider comme ils l'avaient promis. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé pour la compagnie. Du coup, ils ont perdu énormément d'argent dans cette aventure d'ouverture de nouveaux marchés. Et maintenant, ils ont carrément ébranlé la stabilité financière de l'entreprise et les employés ont peur de perdre leur emploi. Il nous reste une carte, celle du futur, la position 4, celle qui est en bas. Et malheureusement pour Sophie ici, dans la phase, dans tous les cas divinatoire, on a une maison Dieu inversée. Alors imaginez si vous avez déjà lu des livres sur le tarot, il y a des auteurs qui arrivent à donner une définition négative tout le temps à la maison Dieu. Alors imaginez si elle est à l'envers, c'est encore pire. On a cette espèce d'idée de la catastrophe, de quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui se détruit. Bref, en quelques secondes, tout le monde va comprendre, je pense même si vous n'avez jamais fait de tarot, tout le monde va comprendre que l'entreprise va fermer, l'entreprise va s'écrouler et que Sophie va perdre son emploi, effectivement, que ses craintes sont fondées finalement, ses craintes vont se réaliser, c'est un cauchemar qui se réalise et on perd l'emploi. Je disais que c'est une simplification, mais je crois que ça exprime quand même bien comment on peut faire le tarot divinatoire et comment on peut prédire l'avenir de quelqu'un avec les cartes, même seulement avec 4 cartes, on est déjà capable d'avoir beaucoup de détails, le passé de l'entreprise qui a ouvert un nouveau marché, les promesses qui n'ont pas été tenues, la crainte de perdre l'emploi et finalement, les choses s'écroulent d'ensemble. Du coup, ma phase de coaching va devenir qu'est-ce qu'on fait? Sophie ne veut pas perdre son emploi. Sophie ne veut pas être au chômage. Sophie, elle veut avoir une solution. Alors, j'ai recouvert le jeu et j'ai recouvert, en fait, surtout les cartes inversées, parce que ce sont elles qui causent une problématique ici. Alors, j'ai recouvert les cartes inversées par 3 cartes qui deviennent ces espèces de cartes concept. Et par-dessus l'arcane sans nom, c'est posé le jugement. À l'endroit, évidemment, lorsque je suis en phase de coaching, je pose délibérément une carte à l'endroit puisque j'y cherche quelque chose de positif et une solution. Et le jugement représente l'acceptation d'une régénération.
l'acceptation d'une libération du passé pour s'ouvrir à un monde nouveau. Je pense que le premier aspect du tarot coaching ici, c'est de dire à Sophie, tu ne peux pas sauver les meubles. Tu ne peux pas sauver ton poste actuel. L'entreprise actuelle, tu dois l'oublier. Le jugement, c'est un appel à accepter la mort de ce qui existe actuellement pour accepter qu'on se tourne vers un renouveau. Et ça, c'était déjà un conseil qui est important parce que ça dit à mon consultant, il faut arrêter de se battre pour sauver un navire qui coule de toute façon. Mais il faut peut-être commencer à penser au radeau qu'on va prendre, à la barque qu'on va prendre pour quitter le navire qui coule. Et ça, c'est la deuxième, je crois, grande définition pour moi du jugement. C'est cette notion que dans le jugement, on fait appel à son réseautage. Dans le jugement, on fait appel à ses contacts, aux gens qu'on connaît, on communique et on lance dans l'univers qu'on a besoin d'aide. Alors, dans notre monde moderne, le jugement, c'est Facebook, par exemple, c'est LinkedIn, etc., tous ces réseautages sociaux. Et j'ai donné comme conseil à Sophie de dire immédiatement, tu devrais essayer d'aller voir tes pairs, d'aller voir les gens qui travaillent dans le même milieu que toi et de faire savoir que tu es disponible pour un nouvel emploi. Et ça m'a été confirmé beaucoup avec la prochaine carte, parce que l'étoile inversée qui représente les circonstances extérieures, eh bien, dans les circonstances extérieures, l'étoile inversée a été remplacée par une roue de fortune. Et cette roue de fortune qui représente les opportunités à saisir, les portes qui s'ouvrent et la possibilité d'aller ailleurs, de se déplacer vers autre chose. Alors, c'est-à-dire, comment je dirais ici, ce n'est pas une prédiction. Je ne peux pas prévoir qu'il y a une opportunité qui s'en vient parce qu'on est en mode coaching. C'est Sophie qui doit déclencher les choses. Alors, la roue de fortune dans les circonstances extérieures en coaching, elle veut dire je dois créer une opportunité. Je ne vais pas pouvoir saisir la balle au bon, comme le veut l'expression. Je vais devoir lancer moi-même la balle pour la faire rouler, pour la faire rebondir. Et ça confirme un peu l'idée du jugement qui dit il y a une possibilité de trouver quelque chose ailleurs, mais c'est toi qui vas créer cette opportunité-là en allant chercher ton réseautage et en faisant savoir que tu es prête à partir. Juste avant de regarder la Maison Dieu, juste te dire que Sophie, c'était non seulement une cliente, mais c'était aussi une étudiante. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant parce que lorsque l'étudiant a pris des cours, il a vu que le tarot fonctionne et il a confiance dans le tarot. Et le coaching fonctionne mieux lorsque le client a confiance dans le tarot parce qu'il a tendance à se dire « il a raison, je vais le faire, je vais vraiment le faire parce que je sais que ça marche ». Et du coup, Sophie, le soir même, elle est partie et elle a envoyé un message sur Facebook, sur l'intranet, etc., pour faire savoir qu'elle était ouverte à un poste. Et elle a reçu un appel à l'intérieur des 2 ou 3 jours à venir. Ça a été extrêmement rapide. Il y a une personne qui la connaissait par personne interposée et qui l'a appelée pour lui dire « Nous avons une femme qui occupe exactement le poste que toi tu occupes dans ton entreprise, mais elle part pour un congé de maternité d'1 année. Et on ne peut pas t'offrir un poste garanti sur le long terme, mais on peut t'offrir le poste pour l'année qui vient. » Et du coup, parce que Sophie croyait le tarot et qu'elle savait que le tarot lui disait vrai quand il lui disait que la compagnie allait fermer, mais qu'elle pouvait saisir une nouvelle opportunité, elle s'est dit, peu importe que ça soit un poste pour une seule année, je vais le prendre parce que j'aime mieux être au travail pendant les 12 prochains mois que sur le chômage pendant les 12 prochains mois. Et elle a donc appliqué le dernier conseil parce que la Maison Dieu inversée en phase coaching avait été corrigée et remplacée par le chariot, qui est évidemment un appel à la prise en charge, à la progression et au déplacement. Des fois, on dit que le chariot peut représenter le fait de déménager. Dans un tirage professionnel, il dit que je dois déménager de ma boîte vers une autre entreprise. Et Sophie l'a pris. Et ce qu'il y a de merveilleux dans cette histoire-là, parce que c'est un tirage qui date de quelques années, alors je sais exactement comment les choses ont tourné. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette histoire-là, c'est que non seulement Sophie a évité la faillite de l'entreprise, parce que c'est bien ce qui est arrivé. Dans les 6 mois à venir, l'entreprise a fermé, ils ont déclaré faillite. Sophie s'est trouvé ce fameux poste pour 1 année, mais à la fin de l'année,
L'entreprise était extrêmement satisfaite d'elle et ils ont décidé de créer un poste pour la garder. Alors, non seulement elle n'a pas été au chômage, elle a recommencé à travailler ailleurs, mais ça a été même mieux qu'un simple poste d'une année parce que c'est devenu un emploi permanent. Et aux dernières nouvelles, Sophie se trouve toujours dans cette nouvelle entreprise pour qui on a créé un nouveau poste pour l'accommoder. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple qui est très simple, très facile à comprendre, mais pour Sophie, c'est grand, toute cette histoire-là, parce que ça a changé complètement une phase de sa vie où elle était inquiète, où elle était angoissée et où elle se dirigeait vers une période difficile et elle a transformé une période difficile en quelque chose de beaucoup plus heureux et en une forme de succès. Et je sais que c'est en grande partie grâce aux conseils que le tarot a donné. Alors voilà quelque chose qui représente complètement ce que je fais. Et ce qui est intéressant dans le tirage, enfin moi j'ai noté quelques petits trucs au passage, c'est que dans la toute première carte qu'on a eue, ce qui représente le consultant, donc toi tu la prends à l'envers, qui est l'arcane sans nom. J'aime pas l'appeler la mort, moi c'est l'arcane sans nom, il y a la mort. Donc, effectivement. On parlait de justement de difficultés qui arrivent finalement, du fait de pas d'avoir peur de ces transformations, de ces changements, de devoir peut-être repartir à zéro, etc. Mais à ce moment-là, on pouvait déjà définir le coaching. C'est-à-dire que quelque part, on voyait que Sophie à ce moment-là peut-être était aussi en train de baisser les bras et que peut-être que du coup, elle était tellement angoissée par cette situation qu'elle ne se donnait pas les moyens d'agir. Parce que l'arcane sans nom, c'est quelqu'un qui fauche, donc c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui fait un effort. Et du coup, dans son état d'esprit, à ce moment-là, elle ne le faisait pas. Exact, je suis d'accord. Et après, avec l'étoile, moi, la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu, c'est la faillite, parce que l'étoile, c'est aussi le panier percé. Donc, au niveau de l'extérieur, on voit que c'est l'entreprise qui a mal géré comme tu disais, ses investissements et qu'en fait, finalement, c'est pas son travail qui est remis en cause. C'est simplement l'entreprise qui a mal géré ses fonds financiers et qui se dirigeait tout droit vers la faillite. Donc, c'est intéressant de voir quand même le fait que parfois, on perd aussi son travail, mais c'est pas forcément de notre faute, c'est pas de notre responsabilité. C'est aussi dans ce cas-ci, c'était vraiment de la faute de l'entreprise. Sophie ne portait aucun blâme dans cette situation. Ouais. Et c'est intéressant d'avoir eu la maison Dieu aussi, parce que c'est vrai que la maison Dieu est à l'inverse du soleil dont on parlait tout à l'heure, est perçue comme une carte extrêmement négative. Là, pour le coup, oui, elle était négative puisque quelque part, c'était un peu le monde qui s'écroule sur sa tête, quoi. Voilà. Si elle était restée dans son état à attendre, justement, elle se serait trouvée, bah voilà, c'est terminé, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais d'un autre côté, c'est aussi, si elle avait été positive, cette carte, c'était aussi peut-être justement une libération. Le fait de positivement de la prendre comme, justement, tu vas pouvoir sortir de cette entreprise-là pour te diriger vers quelque chose peut-être de mieux pour toi. Absolument. Et j'aurais même été ouvert à la possibilité, avec une maison Dieu à l'endroit, dans le premier tirage, j'aurais même été ouvert à la possibilité que l'entreprise arrive à corriger le tir. Au sens où, dans l'étoile, on avait quand même encore un certain espoir d'arriver à y arriver, même si des fois, c'est un espoir qui est un peu naïf là, dans l'étoile, il y avait quand même un certain espoir. Et j'aurais même été ouvert avec une maison Dieu à l'endroit à dire à Sophie, écoute, c'est vrai que l'entreprise traverse des moments difficiles, mais je pense qu'il pourrait même arriver à corriger les choses. Là, j'aurais eu besoin de d'autres cartes et c'est là où peut-être un tirage à 4 cartes n'aurait pas été suffisant parce qu'il y a d'autres cartes qui accompagnaient l'étoile inversée. Il y avait d'autres cartes qui accompagnaient cette fameuse entreprise. Et du coup, avec la Maison Dieu, j'aurais été ouvert à la possibilité que l'entreprise arrive à sauver les meubles et à corriger le tir. J'aurais eu besoin d'autres cartes pour me le confirmer. Et je trouve ça intéressant que tu abordes ce sujet-là parce que, oui, je donne une très, très, très belle définition à la Maison Dieu à l'endroit. Je pense que c'est une carte qui permet de passer à un niveau supérieur et d'atteindre, justement, de laisser le passé derrière soi et d'atteindre une réussite. Alors, soit elle aurait montré que Sophie trouvait simplement un autre emploi ailleurs et qu'elle était capable de renaître, mais peut-être même qu'elle aurait montré que l'entreprise corrigeait le tir et réparait les pots cassés.
Mais de toute façon, quand on regarde le cheminement des arcanes majeures, quand on a passé l'étape justement de la maison Dieu, derrière, on a l'étoile. L'étoile, c'est quand même la carte d'espoir. Donc, à partir du moment où on arrive à sublimer quelque part cette maison Dieu, que ce soit négativement ou positivement, de toute façon, on arrive à l'étoile. Donc, on arrive à la réalisation de notre espoir positivement. Donc, c'est pas forcément négatif. Après, j'ai noté dans le côté coaching, le côté, comme tu disais, communauté du jugement. C'est quelque chose qui est souvent oublié, ça. Mais c'est vrai que dans cette carte-là, on a vraiment cet esprit de communion, mais aussi de communion avec des gens différents. C'est-à-dire que sur cette carte, on a quand même 4 personnages, entre celui qui annonce et les 3 en bas. Ils sont tous différents. Ils ont tous des âges différents. Ils ne sont pas représentés pareil. Ils n'ont pas le même sexe. Ils n'ont pas la même... Et c'est vrai que par rapport à ce tirage-là, on voit que finalement, sa solution venait aussi de peut-être étudier ses possibilités et pas rester cloisonné sur son idée fixe de son poste qu'elle occupait actuellement. Il y a une forme d'élargissement finalement voilà. dans le jugement. Oui. Et aussi le fait de... c'est confirmé aussi sur le fait de... Parce que le jugement, c'est aussi le bilan pour moi. Moi, je l'appelle la carte bilan, c'est la carte qui est avant le monde. C'est le moment où, une fois qu'on a le résultat, on se pose la question, bah, ok, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'en suis là, etc. C'est pas qu'est-ce que je vais faire encore. C'est, bon, je suis là aujourd'hui, mais pourquoi j'en suis là? J'en suis rendu là. Donc, du coup, c'est vrai que c'est aussi peut-être le moyen de remettre sa vie à ce moment-là en question et de se dire, bah, finalement, je me sens mal aujourd'hui, mais peut-être que c'est pas ma place de rester dans cette entreprise-là. Et peut-être que c'est l'occasion pour moi, peut-être que c'est une annonce que je vis mal, mais finalement, cette annonce-là, elle a un sens. Oui, parce que derrière, on il y a avait le une monde. appel pour l'ailleurs. Voilà, le monde, c'est quand même le fait de, finalement, c'est l'œuf dans son côté... moi, comme je dis, dans son côté un peu bas, c'est un peu le fait d'être enfermé dans un œuf et de devoir sortir de sa coquille pour recommencer un nouveau cycle. C'est ce qu'a fait Sophie, de toute façon. Donc, oui. que ce soit la façon d'interpréter, c'est assez rigolo de voir ça. Après, je me souviens plus, c'était quoi les deux autres? En fait, c'était le batteur restait le même puisqu'elle était déjà dans le droit, je n'ai pas corrigé. Mais par contre, c'était le chariot qui remplace la maison Dieu inversée. Ah oui, et la roue de fortune. Alors ça, c'était intéressant oui, parce que... la roue de fortune pour saisir l'opportunité. Voilà. Oui. Et donc, c'est bien parce que ça rejoint bien le jugement qu'on vient de dire avant. Ça rejoint bien aussi l'arcane sans nom du fait qu'elle doit prendre les choses en main. Parce que justement, il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question de la roue de fortune, comment on analyse cette carte. Et justement, par rapport à cette manivelle. Pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment les montagnes russes de la vie. C'est-à-dire qu'un jour, je sais pas, le matin, on se lève, on n'est pas bien, on se déprime, machin. Le lendemain, on se lève, tout va bien. Mais il n'y a pas de raison. C'est juste qu'on est cyclique, tout simplement. C'est pas vraiment cyclique, parce que cyclique, c'est plus la lune. Mais c'est plus, voilà, on a des hauts, des bas, et c'est la vie qui est comme ça, et c'est ce qui fait aussi qu'elle est intéressante, parce que si c'était toujours plat, voilà, d'ailleurs, quand on voit un électrocardiogramme, quand il est plat, c'est la mort. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. voilà, mais ce qui est bien, c'est qu'elle apparaît quand même dans cette position-là, et qu'on voit que c'est vraiment à elle de prendre les choses en main et d'actionner cette manivelle pour sortir de cette entreprise qui court vers la faillite pour aller vers autre chose. Et que ce n'est pas l'entreprise qui va l'aider, finalement. Exact. Il y a qu'elle qui peut activer la manivelle. Ce n'est pas l'entreprise qui... Ouais, et le chariot, c'est bien parce que en plus, quand je l'ai vu, je me suis dit, oula, ça dépend en fait finalement, et c'est bien que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est toujours intéressant pour moi les tirages comme ça, parce que finalement, ça dépend encore d'elle. Parce qu'on lui a proposé finalement un CDD de 12 mois, mais elle ne savait pas finalement derrière qu'est-ce que ça allait donner. Elle aurait pu avoir peur. Voilà, elle aurait pu se dire, bah oui, mais moi, je veux quelque chose de sécurisé, moi, je veux trouver un CDI tout de suite. Donc, elle aurait pu refuser cette opportunité-là et donc peut-être passer justement à côté de ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire le fait que finalement, ils étaient tellement contents de son travail, comme elle a été capable de prendre cette opportunité, ça s'est transformé positivement en elle. Et à ce moment-là, c'est elle qui a fait le choix et elle a pris un risque finalement. Et ça a payé. Oui, et il y a quelque chose finalement dans la roue de fortune aussi qui est quand même une carte de jeu, de gambling, de prise de pari. Alors peut-être même qu'on pouvait aller chercher dans la roue de fortune l'idée de prendre le pari. Mais c'est très parlant. Hein.
comme tirage quand même. Oui, Puis en plus, ça s'est confirmé. C'est un tirage qui est véridique. Donc là… oui, oui, parce que là, c'est terminé depuis plusieurs années. Alors, effectivement, j'ai tous les détails. En fait, j'aime beaucoup faire ça. Lorsque je donne les cours de tarot, j'essaie de jumeler énormément de pratiques en classe, live, avec les gens pour voir comment ça fonctionne lorsqu'on tourne les cartes au fur et à mesure et qu'on doit les lire. Mais je garde toujours mes archives. Et autant dans mes cours que dans mes livres, je vais utiliser les tirages d'archives pour lesquels je sais ce qui est arrivé. Parce que pour moi, c'est très important de se corriger. C'est-à-dire qu'en tant que tarologue, j'ai fait une prédiction, je n'ai probablement pas tout eu bon. Il y a certainement des choses que j'ai dit à Sophie qui n'étaient pas tout à fait exactes ou qui avaient manqué peut-être une approximation à certains moments. Et du coup, je me corrige avec la réalité parce que je fais, ah oui, voilà ce que la roue de fortune voulait complètement dire. J'avais peut-être eu 80% de bons résultats, mais je suis intéressé à aller chercher le 20% supplémentaire. Alors du coup, dans mes livres, je n'ai pas inventé de tirage. J'ai vraiment pris de vrais tirages que j'ai vécu soit en cours ou en consultation et pour lesquels je sais tous les détails de ce qui est advenu dans les mois et les années après. Et donc, j'illustre mes livres avec ça et j'essaie d'illustrer aussi les cours avec ça parce que je trouve ça important qu'on se fie à la réalité pour savoir si on a raison et qu'on ne vive pas dans une espèce de vase clos où est-ce que on prend notre parole comme une parole d'or et qu'elle ne peut pas être remise en question. Si la réalité nous donne tort, parfait, la réalité nous donne tort et je vais corriger mes définitions et ma manière de faire si la réalité me donne tort. Oui, et puis c'est aussi une façon d'apprendre. Le fait d'être confronté à la réalité, c'est aussi une façon de se remettre en question et de se dire, bah tiens, cette carte-là, pour moi, elle veut dire ça, mais finalement, dans cette situation, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que ma vision que moi j'en ai, bah, elle n'est pas juste ou pas totalement juste, et donc de compléter aussi sa façon de voir les choses. C'est pour ça que si on revient sur notre discussion du début, sur l'intuitif, sur apprendre dans les livres, apprendre dans un cours, finalement, l'expérience reste quand même une des meilleures leçons pour appliquer les tirages. C'est pour ça que moi, je conseille souvent, faites-vous un tirage, même ne serait-ce qu'une carte le matin, et notez, est-ce que la journée va bien se passer? Est-ce que je vais avoir des mauvaises nouvelles? Est-ce que ça va être pénible? Est-ce que ça va être entraînant, plein d'énergie? Et voyez si ça correspond. Parce que du coup, c'est comme ça que vous allez apprendre le plus facilement, finalement. Oui, c'est ce que je crois. Tu me diras certainement que je vais prêcher pour ma paroisse, mais n'empêche que je trouve que beaucoup trop de livres et de cours existent sur le tarot où on passe 295 pages sur les définitions des cartes et 5 pages sur les tirages. Et je me dis, ça n'a aucun sens. Un cours ou un livre devrait être orienté principalement sur l'aspect pratique du tarot. Et j'ai essayé carrément dans un de mes livres que j'ai écrit sur le tarot, qui s'appelle Le tarot par la pratique, le titre dit tout, j'ai carrément essayé de réserver la quasi-totalité du livre sur des tirages réels qui ont été faits carte par carte. Et dans mes cours, c'est un peu la même chose. Je consacre énormément de temps à la pratique parce que je ne crois pas qu'on apprend le tarot en se bourrant la tête de définitions à l'infini. De toute façon, si j'apprends 1000 définitions sur une carte, je ne saurai jamais laquelle utiliser. Et je ne suis pas très intelligent, donc du coup, rendu à la 14e définition, je commence à oublier la première et la deuxième et tout. Alors, je préfère comprendre l'essence d'une carte, mais être capable de l'adapter. Et puis, c'est comme, moi j'ai fait des vidéos sur les cartes, les arcanes majeures et mineures, sur justement leurs interprétations, qu'est-ce que ça veut dire. Et à toutes les vidéos, quasiment, je leur ai dit, bah, je vous propose des mots-clés, mais ce n'est pas les seules définitions, parce qu'en fait, une carte, elle a 15 000 définitions. Mais après, ça ne dépend pas forcément que de la carte, parce qu'on voit, par exemple, avec ton tirage, ça va dépendre aussi des autres cartes et de comment elles vont se parler entre elles. Ça va dépendre de la place que la carte va avoir dans le tirage. Parce que si on avait eu, par exemple, le battleur dans la maison du consultant et l'arcane sans nom dans la maison du passé, le tirage n'aurait pas eu la même signification. Absolument pas, ça aurait été complètement différent. La carte change de définition en fonction du contexte de la question et contexte de sa position dans le tirage, à quel niveau elle est passée, présent ou futur, et quelle carte l'accompagne. Ça, c'est clair. Si vous avez cette espèce de
d'espoir mathématique, de trouver un livre un jour qui vous donnerait la définition des 22 cartes du tarot dans chacune des positions. Ça marche pas. Ça marche pas. Je veux dire, je veux pas parler contre quelqu'un qui aurait fait ce type de livre-là. C'est correct. C'est un exercice académique et théorique qui est intéressant. Mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas parce que ça change en fonction de la question et ça change en fonction des autres cartes qui ont été pigées dans le tirage. Alors, il faut les ressentir, il faut les comprendre, ces cartes-là, et non pas espérer avoir une espèce de par cœur mathématique avec le battleur en position 2, je veux dire. Tu as fait des livres, tu viens de l'évoquer. Est-ce qu'on Oui. peut les trouver, ces livres? Et où? Ben, je pense qu'en fait, ils sont disponibles sur, par exemple, Amazon.fr ou .com selon où vous habitez. Ils sont disponibles aussi sur mon distributeur qui est lulu.com. Les distribue carrément dans n'importe quel pays du monde. Et je pense que le plus simple pour les gens qui seraient intéressés à les voir, ça serait d'aller sur mon site web. Et parce que sur mon site web, qui est tout simplement mon nom avec un trait d'union, alors Sébastien-Michel.com, et sur mon site web, il y a un onglet Livres et il y a le descriptif de chacun de mes livres, la couverture et les liens pour aller les acheter sur plein de sites internationaux. Et les gens qui nous écoutent de la France, quand même particulier parce que je suis un auteur québécois, et c'est plus facile de trouver mes livres en France qu'au Québec. Alors, cherchez à comprendre. En France, vous pouvez les commander également dans n'importe quel libraire. Si le libraire accepte de passer par le catalogue où ils se trouvent, ils peuvent être commandés, alors qu'au Québec, il y a une résistance pour l'instant à l'auto-édition. Mais enfin, tout ça pour dire que les liens sont sur mon site web et ça peut être commandé aussi chez un libraire traditionnel si vous écoutez cette vidéo-là de la France. Et donc, tu as ton site internet Sébastien Michel, Sébastien bon, je sais plus. Je mettrai l'adresse. Voilà, je mettrai l'adresse dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Tu as aussi une chaîne YouTube. Oui. Donc, pareil, Sébastien Michel. Voilà, je vous mettrai aussi l'adresse. Donc, allez voir sa chaîne parce que justement, pour les gens qui veulent apprendre le tarot de Marseille, vous aurez beaucoup de vidéos sur la signification, mais aussi la symbolique, il me semble. Avec le côté passif, actif, c'est des vidéos que j'aimerais faire aussi, mais bon, je ne peux pas tout faire en même temps. C'est une question de temps. Et je trouve qu'elles sont très intéressantes. Merci. Elles sont très claires et elles sont rapides. Moi, je parle beaucoup. Je vous le dis souvent, je suis trop bavarde. Mais Sébastien a cette faculté et moi, je trouve ça super intéressant de synthétiser tout et que ce soit clair. Donc, si vous voulez avoir un autre regard, allez sur sa chaîne YouTube. Vous aurez l'adresse en barre d'infos. J'ai oublié de le dire, mais vous allez trouver aussi d'autres vidéos sur la lecture du vin de café, sur l'astrologie. Il y avait une vidéo sur le pendule. La géomancie. La numérologie aussi. La géomancie. Donc, ce n'est pas forcément des vidéos qui vont être très développées dans le sens où on va aller au bout des choses, mais c'est des vidéos, en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne et vous donner un peu le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'après, si ça vous intéresse, il va falloir développer par vous-même. En gros, c'est ça. Bon, sauf pour le tarot, vous pouvez prendre des cours avec Sébastien. Le tarot et l'astrologie, c'est très élaboré, mais tout le reste, effectivement, ce sont des vidéos d'initiation. D'initiation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, ça vous montre aussi que finalement, à partir du moment où on tombe dans les cartes, c'est vrai qu'on a tendance à s'intéresser un peu à tous les autres sujets. Donc, c'est bien aussi de découvrir d'autres aspects. Donc, je vous invite vraiment, encore une fois, à aller sur sa chaîne YouTube. Petit curieux que vous êtes, je sais que vous allez y aller. J'espère. Du coup, imaginons que moi, demain, je veux suivre ton cours à distance, etc. Il suffit de s'inscrire sur ton site et puis c'est tout? Oui, tout à fait, effectivement, en passant par le site, en m'écrivant, probablement m'envoyant un mail et puis on pourra échanger les détails, les infos, les détails de connexion, exactement comment faire. Mais grosso modo, les infos sont sur le site web et après, je finalise personnellement avec la personne par mail. Alors, Et alors maintenant, au niveau est-ce que tu as des projets pour cette année 2017 ou l'année prochaine? Toujours.
Oui, non, en fait, j'ai comme projet justement, je sens que j'arrive, ça fait quand même 15 ans que j'enseigne le tarot et presque 10 pour l'astrologie. Ça fait quand même un bail là, que ça se passe. Actuellement, je ressens deux appels, en plus de la continuité. Je ressens deux appels. L'écriture de fiction m'intéresse beaucoup. Et l'an dernier, j'ai publié mon premier roman, mais qui est un roman initiatique, qui s'appelle La pyramide de Jérémie. Et je travaille actuellement à un roman qui n'a rien d'initiatique, qui est un roman fantastique, qui va incorporer des éléments d'occultisme, de spiritisme, de tarot et d'astrologie. Et je travaille sur ça. Ça, c'est mon bébé, ça, c'est mon projet. Je ne sais pas quand il va être prêt. J'essaie. Je regarde où est-ce que ça me mène. Et sinon, à partir de l'automne, j'ai comme projet de commencer à enseigner des arts divinatoires que j'ai découverts dans les dernières années, que j'ai pratiqués, peaufinés et que maintenant je me sens prêt à les enseigner. Donc, surprise, parce que c'est en primaire, vous êtes les premiers à savoir ça, mais je monte effectivement pour l'automne un atelier de géomancie. Ah, je suis tombé amoureux fou de la géomancie il y a quelques années lorsque j'ai découvert ça. J'ai fait une petite vidéo sur YouTube, mais qui est une simple vidéo d'initiation. Et là, j'en fais régulièrement, presque quotidiennement, des tirages de géomancie. Je suis vraiment découvert une passion pour ça et je veux commencer à la faire découvrir aux gens parce que c'est un art divinatoire qui a été presque complètement oublié et qui a pourtant été plus important que le tarot à son époque et presque aussi important que l'astrologie, ce qui est quand même pas peu dire là, pour un art divinatoire. Alors, vous aurez des nouvelles de la géomancie dans les prochains mois.